Première présentation cet après-midi de Marie-Claude Geoffroy. Je m'excuse encore et ma voix est en train de s'évaporer. Marie-Claude Geoffroy est professeure adjointe de psychiatrie à l'Université McGill, où elle étudie la santé mentale et le suicide chez les jeunes. Elle est également psychologue clinicienne spécialisée en thérapie comportementale cognitive auprès d'adolescents touchés par des troubles graves de l'humeur et des pensées suicidaires à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. Elle a récemment reçu une bourse de chercheur en début de carrière du Fonds de recherche du Québec Santé. Madame Geoffroy. Voilà, donc bonjour, merci d'être ici aujourd'hui. Voilà. Donc, on est plusieurs rassemblés dans le cadre du superbe colloque organisé par la docteure Sylvana Côté et Lopez. Je pense que ça signifie qu'on est plusieurs aussi à s'inquiéter pour la santé et le développement de nos enfants dans un contexte de pandémie. Donc, en ce qui concerne la santé mentale, je veux rappeler que cette préoccupation-là, en fait, date déjà de quelques années avant la pandémie. Ici, ce sont des données américaines qui viennent du Center of Disease Control qui montrent le pourcentage de jeunes qui, dans la dernière année, avaient fait une tentative de suicide ou avaient eu des idéations suicidaires sérieuses. Et on voit qu'en 2009, c'était 6% des jeunes qui avaient fait une tentative de suicide contre 9% en 2019. Le même patron s'observe en fait pour les idées suicidaires sérieuses, passant de 11% à 19% en 2019. Maintenant, 2020 est arrivé, la pandémie, plusieurs mesures qui ont été prises pour contrôler les infections. Et ça a bouleversé, en fait, la planète entière. Et qu'est-ce qu'on sait, en fait, sur les conséquences de la pandémie, des mesures sur la santé mentale des jeunes? Je veux dire qu'au début de la pandémie, là, les scientifiques se sont vraiment préoccupés par cette question, sont mobilisés. Il y a des milliers d'études scientifiques qui ont été réalisées parce qu'on devait fournir des éléments de réponse rapidement. Le problème avec ça, c'est que beaucoup d'études, ça crée de l'interférence qui vient du fait que parfois les études, ce sont des études transversales où on a mesuré la santé mentale à un point dans le temps, des échantillons de convenance, des participants recrutés sur Internet. Donc, il y a de l'interférence et le bruit, le signal, pardon, est difficile à détecter. Pour bien comprendre l'impact de la pandémie sur la santé mentale, ce qu'il nous faut, ce sont des études longitudinales, des études où on suit les mêmes participants à travers le temps, idéalement avec des mesures avant la pandémie et des mesures pendant la pandémie, où il nous faut des mesures, des études transversales répétées, où des échantillons comparables de participants peuvent être comparés à travers le temps. Un collègue qui est co-directeur de l'Axe Santé mentale, qui est ici présent, Nicolas Chady, a piloté en fait un commentaire qui a été publié dans la revue canadienne de santé publique pour essayer de faire le sommaire, de résumer les connaissances issues des études longitudinales ou des études transversales répétées sur la santé mentale après les premiers 6 mois environ de la pandémie. Et la conclusion, c'était qu'il y avait très peu d'études à ce moment-là longitudinales, c'est-à-dire qui comparaient la santé mentale avant la pandémie avec la santé mentale pendant la pandémie. Et les résultats des études, en fait, existantes à ce moment-là étaient mixtes. Certaines études montraient aucun changement, d'autres montraient même une amélioration de la santé mentale et d'autres une détérioration. Il y avait aussi peu d'études chez les 12 ans et moins. Et ça, c'est vraiment un constat là, qui demeure encore aujourd'hui. On a vraiment peu de connaissances sur la santé mentale des enfants, des jeunes enfants pendant la pandémie. Et enfin, il y avait peu d'études canadiennes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats d'études réalisées au Québec pendant la pandémie qui peuvent fournir des pistes d'informations concernant la santé mentale de nos jeunes. Et la première étude porte sur la santé mentale des jeunes adultes.
Pourquoi les jeunes adultes? Mais c'est un groupe qui a été identifié comme vulnérable. C'est un moment de la vie où les problèmes de santé mentale commencent à se manifester, où il se passe aussi beaucoup de choses là, dans les trajectoires développementales, au niveau de l'éducation, au niveau de l'établissement aussi, des relations amoureuses. Puis au Québec, là, on a accès à une cohorte qui est unique pour comprendre les changements dans la santé mentale. Et cette cohorte, c'est l'étude longitudinale du développement des enfants du Québec. C'est une cohorte qui est menée par l'Institut de la statistique du Québec et d'ailleurs, il y a le directeur Bertrand Perron qui est présent aujourd'hui. Et c'est une cohorte qui est représentative des enfants nés de mères vivant au Québec en 97-98. Au départ, il y avait 2120 enfants. Puis comme dans toutes les cohortes longitudinales, là, il y a de l'attrition à travers le temps, c'est-à-dire que les personnes les plus vulnérables vont quitter la cohorte. Dans les résultats dont je vais vous parler aujourd'hui, en fait, on se base sur, il y a un taux de rétention de 65 %, mais on a utilisé des poids échantillonnaux pour faire en sorte que les participants qui ont resté dans l'étude sont représentatifs de la population générale. Donc, c'est une étude qui est unique. Pourquoi? C'est parce qu'on a de l'information sur la santé mentale mesurée à l'aide d'instruments standardisés à 3 moments. D'abord, avant la pandémie, à l'hiver au printemps 2018, les jeunes avaient 20 ans. Pendant la pandémie, après 4 mois de pandémie, à l'été 2020, les jeunes avaient 22 ans. Et ensuite, des informations à l'hiver-printemps 2021, alors que les jeunes avaient 23 ans. On a de l'information sur la dépression, l'anxiété et les idées et les tentatives de suicide. Donc, rapidement, l'an passé, on a analysé avec plusieurs chercheurs de Lopez et une étudiante de doctorat la santé mentale des jeunes de l'échantillon après 4 mois de pandémie, là, à l'été 2020. Puis, ce qu'on a observé, c'est que les jeunes à ce moment-là avaient été grosso modo résilients. Ça veut dire qu'on avait observé vraiment pas de changement marqué là, dans les symptômes dépressifs et anxieux, mis à part une légère augmentation des symptômes dépressifs pour les jeunes qui vivaient seuls. Ça se reflète d'ailleurs dans le taux de préoccupation à ce moment-là des jeunes là, quant au fait d'avoir un diplôme d'études équivalent, quant au fait de ne pas avoir de perspective d'emploi ou de ne pas avoir assez d'argent pour survenir à leurs besoins, dans le sens que les jeunes n'étaient pas préoccupés du tout ou seulement un peu préoccupés par ces questions-là. Par contre, on observe là une histoire complètement différente quand on regarde les données collectées à l'hiver et au printemps 2021, après 1 an de pandémie. Et là, je vais vous présenter les résultats qui sont encore préliminaires, c'est-à-dire qui n'ont pas été encore soumis pour une publication scientifique. Et c'est une étude, en fait, qui est menée par mon collègue Jean-Philippe Gouin à l'Université Concordia et plusieurs chercheurs de Lopez. Donc, rapidement, on peut voir là sur la figure, c'est les symptômes dépressifs ici qui sont représentés. On peut voir là une augmentation des symptômes dépressifs là, plus marquée après 1 an de pandémie. On a voulu aussi regarder quelle était la proportion des jeunes qui présentaient des problèmes de dépression sévère, c'est-à-dire les jeunes qui avaient un score de dépression sur l'échelle de dépression au-delà d'un certain seuil. Donc, qu'est-ce que c'est un problème de dépression sévère? C'est un problème qui pourrait indiquer là, une dépression majeure probable, un problème de dépression qui pourrait entraîner possiblement des difficultés là, dans le fonctionnement. Et ce qu'on a observé, c'est une augmentation des jeunes qui avaient des problèmes de dépression là, dits sévères, passant de 6 % avant la pandémie à 9 % après 1 an de pandémie. On a aussi regardé la proportion des jeunes qui avaient des problèmes de dépression modérés, c'est-à-dire moins importants que ceux qui ont des problèmes sévères, mais quand même au-delà de ce qui serait normalement attendu. Et là, pour les problèmes de dépression modérée, on n'a pas observé de changement. C'était 25 % des jeunes l'an passé, en 2021, qui avaient des problèmes de dépression dits modérés. Voilà. On s'est intéressé aussi à l'anxiété. Donc ici, vous voyez sur la figure là, les symptômes anxieux avant la pandémie, après 4 mois de pandémie et 1 an plus tard. Et là, c'est assez marqué, encore une augmentation des problèmes d'anxiété chez nos jeunes adultes au Québec.
On a répété l'exercice pour les problèmes anxieux dits sévères. C'est passé de 5 avant la pandémie à 9 après un an de pandémie. Donc, une augmentation quand même bien marquée des jeunes avec des problèmes anxieux sévères. Pour les problèmes d'anxiété modérée, il y a aussi une augmentation qui a été observée, passant de 10 avant la pandémie à 14 après un an de pandémie. Donc là, je vous parle des jeunes adultes. Là, c'est une population particulière, mais on est ici rassemblés autour de l'Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants. Qu'est-ce qu'il y en est de la santé mentale des enfants? Et là, je veux juste mentionner que ce qu'on observe là, pour les jeunes adultes du Québec, on l'observe aussi pour les enfants. Et là, ça, c'est les résultats d'une revue systématique de la littérature avec méta-analyse qui a porté sur 29 études avec des enfants d'âge moyen de 13 ans. Et ce qui a été observé, c'est des études qui viennent de partout à travers le monde. Et ce qui est observé, en effet, c'est une augmentation des problèmes de dépression et d'anxiété chez les jeunes. Fait intéressant dans cette revue de la littérature, c'était que les estimés étaient plus petits lorsqu'on regardait seulement les études de bonne qualité, c'est-à-dire les études longitudinales ou les études représentatives. Là, au début de la pandémie, on était plusieurs, là, moi y compris, à s'inquiéter pour la santé mentale des jeunes qui étaient déjà vulnérables, des jeunes qui avaient déjà un problème dépressif ou un problème anxieux. On s'attendait à ce que ces jeunes-là souffrent davantage de la pandémie. Ce qu'on observe dans l'étude longitudinale du développement des enfants du Québec, en fait, c'est des conclusions qui sont contraires à ce qui était attendu, mais c'est aussi observé dans d'autres études à travers le monde. Ici, ce qu'on voit, c'est les symptômes dépressifs sur la figure du haut et les symptômes anxieux, la figure du bas, pour les jeunes qui avaient le plus de problèmes de santé mentale au départ avant la pandémie, c'est la ligne verte. Et ces jeunes-là, en fait, ont pas vraiment changé pendant la pandémie. Il y a eu même une amélioration des symptômes anxieux pour les jeunes qui étaient le plus anxieux avant la pandémie. Par contre, ce qu'on observe, c'est que les jeunes qui n'avaient pas de problèmes de santé mentale au départ, qui n'étaient pas vulnérables, la ligne rouge sur la figure, donc c'est ces jeunes-là qui sont devenus plus dépressifs, plus anxieux. Avec la pandémie, on observe par contre que malgré l'augmentation de leurs symptômes, leur niveau de symptômes reste quand même en dessous de ceux qui étaient les plus vulnérables sur le plan de la santé mentale. Maintenant, les idées et les tentatives de suicide, dans notre échantillon, en fait, on n'a pas observé de changement. Il y a 2 des jeunes en 2021 qui avaient rapporté avoir fait une tentative de suicide et 7 des jeunes qui avaient rapporté avoir eu des idéations suicidaires sérieuses. Et c'est des taux qui sont comparables à ce qu'on observait avant la pandémie. Donc, je pense que les études longitudinales là, offrent vraiment une perspective intéressante pour s'intéresser aux changements dans la santé mentale des jeunes, mais il y a aussi une limitation qui vient du fait que la période de l'adolescence, de l'âge adulte, c'est une période où il y a beaucoup de changements. La santé mentale change énormément. Par exemple, pour les tentatives de suicide, on sait que la prévalence des tentatives de suicide augmente au cours de l'adolescence, atteint un sommet vers l'âge de 15 ans et diminue par la suite. Quand on mesure le changement, par exemple dans la tentative de suicide, ce qu'on observe, c'est aussi confondu avec les changements développementaux attendus. Donc, on ne peut pas attribuer hors de tout doute là, que c'est dû à la pandémie. Donc, on observe dans l'étude longitudinale des enfants du Québec cette augmentation des problèmes anxieux et dépressifs. Et aussi, dans la cohorte, en 2021, c'est 20 des jeunes qui avaient dit avoir demandé de l'aide psychologique là, pendant la première année de la pandémie. Et ça m'amène en fait à vous parler maintenant de l'utilisation des services de santé pour des problèmes de santé mentale pendant la pandémie. Et là, ici, ce sont des données hospitalières de l'hôpital Sainte-Justine. L'utilisation des urgences à l'hôpital Sainte-Justine pour des problèmes de santé mentale, c'est une étude qui a été menée par le docteur Nicolas Chady, qui est ici présent. Et la figure du haut, en fait, ce qu'elle illustre, c'est les présentations aux urgences à
à travers les années, pour les plus jeunes adolescents, donc la ligne rouge, et les plus âgés, là, les 12 ans et plus. Et ce qu'on observe, c'est une augmentation des visites aux urgences, une augmentation qui est beaucoup plus marquée chez les adolescents de 12 ans et plus en 2021. Maintenant, la figure du bas, c'est encore les visites aux urgences chez les filles en rouge et chez les garçons en bleu. Et on voit une augmentation de l'utilisation des urgences pour problèmes de santé mentale chez les deux sexes, mais de façon beaucoup plus marquée chez les filles. Donc, c'est le portrait qu'on observe pour l'hôpital Sainte-Justine. Maintenant, je vais vous présenter le portrait qu'on observe là, dans l'ensemble du Québec. C'est des statistiques qui ont été produites par l'Institut de santé publique du Québec et qui concernent les visites aux urgences pour des idéations suicidaires. Hein, parce qu'à chaque année, l'INSPQ publie sa mise à jour là, sur le suicide au Québec. Elle publie son rapport à chaque année en février pendant la semaine de prévention du suicide. Ici, ce sont les données les plus récentes. Et ce que j'ai illustré, en fait, c'est les visites aux urgences pour idées suicidaires, mais on observe un portrait vraiment similaire pour les tentatives de suicide. Donc, à gauche, en fait, on observe, c'est le portrait des visites aux urgences là, pour les plus jeunes, les 10 à 14 ans, et on voit en fait cette augmentation marquée chez les filles, les jeunes filles, et on voit également cette augmentation marquée, encore plus marquée chez les filles adolescentes là, de 15 à 19 ans. Donc, je vous ai présenté des études menées au Québec, mais à mon avis, là, on n'a pas encore l'heure juste sur les conséquences de la pandémie sur la santé mentale de nos jeunes. Il y a plusieurs revues de la littérature qui sont conduites à travers le monde, mais c'est difficile d'y faire un sens pour le Canada spécifiquement, parce que la pandémie elle a frappé les pays de façon différente. Les mesures qui ont été prises pour la contrôler ont aussi différé entre les pays. Et ce que je propose, en fait, c'est de faire une revue de la littérature en direct pour essayer de bien identifier les études canadiennes qui se sont intéressées sur la santé mentale des jeunes résidents au Québec, au Canada, âgés de 0 à 24 ans. Donc, dans cette revue de la littérature, on s'intéresse à la santé mentale en général. La santé mentale mesurée à l'aide d'instruments standardisés, validés. On s'intéresse à tous les problèmes des troubles alimentaires, de la dépression, anxiété. On s'intéresse aussi à l'utilisation des services de santé, à la fois les urgences, les hospitalisations, la médication, les appels à l'aide. On s'intéresse au changement. Donc, on va seulement inclure des études longitudinales ou des études transversales à mesure répétée. Et voilà, on a, en date du 1er juin, identifié 6150 articles. On a fait la première sélection basée sur le titre et le résumé. Et là, on est à l'étape, en fait, d'identifier les articles qui répondent à nos critères d'inclusion en se basant sur le texte complet. On a 329 articles, en fait, à lire et à examiner. On espère avoir complété cette étape-là là, à la fin de l'été. Là, on a une grosse équipe là, qui travaille là-dessus. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on veut informer les chercheurs, les cliniciens, les praticiens, les décideurs politiques sur ce qu'on sait sur la santé mentale des jeunes au Canada pendant la pandémie. Et à partir du mois d'août, on va publier nos résultats sur le site Internet de l'Observatoire. Donc voilà pour ce qu'on observe dans nos études. Maintenant, je voudrais parler brièvement de pistes de solutions. De pistes de solutions, ici, je veux juste rappeler que c'est vraiment important qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour promouvoir la santé mentale parce que l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, c'est un moment de vulnérabilité où 70% des problèmes de santé mentale se manifestent.
Et vous avez déjà vu cette pyramide plus tôt ce matin. C'est important de penser à des interventions qui se situent à tous les niveaux. Des traitements spécialisés lorsqu'on parle de problèmes de dépression ou d'anxiété plus sévères, qui pourraient nécessiter, par exemple, de la psychothérapie. Mais aussi, en bas de la pyramide, c'est la promotion de la santé mentale. Comment on peut favoriser le bien-être pour tout le monde? Et là, ce qu'on propose, c'est une piste de solution parmi d'autres, mais c'est ce qu'on a proposé avec l'Observatoire École à ciel ouvert. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est une intervention par la nature qui vise à promouvoir le bien-être des enfants. C'est une étude qui est réalisée avec plusieurs chercheurs de Lopez, entre autres Tiana Luz, Sylvana Côté, Isabelle Ouellette-Morin, Nicolas Chady, et des chercheurs aussi dans le domaine de la psychologie scolaire et de l'éducation. C'est une étude qui est financée par les Instituts de santé du Canada et l'Observatoire également. Donc, pourquoi une intervention par la nature? Là, il y a de plus en plus d'intérêt, de reconnaissance que la nature peut agir en tant que déterminant de la santé. Au même titre que l'activité physique, au même titre que le sommeil, l'alimentation, il y a des évidences scientifiques qui montrent que le contact avec la nature favoriserait le bien-être. Ça favorise le bien-être et en même temps, ça offre plus d'opportunités, par exemple, pour faire de l'activité physique, qui est un autre déterminant de la santé. Au même moment, l'éducation en plein air gagne beaucoup en popularité au Québec. Pendant la pandémie, les enseignants sont sortis dehors et ils ont constaté aussi des bienfaits pour la motivation des enfants. Mais à ce jour, il n'y a aucune étude qui a testé l'efficacité d'un programme d'éducation en plein air par la nature. Donc, ce qu'on propose, c'est 24 heures en nature en raison de 2 heures par semaine pendant 12 semaines. Ce que les enseignants doivent faire, c'est qu'ils vont avoir accès à une trousse à outils où il y a des activités de bien-être, la pleine conscience, l'art-thérapie, la philosophie et aussi des activités éducatives pour que ça puisse s'intégrer dans le curriculum scolaire, les mathématiques, le français, les sciences. Le personnel enseignant va être formé par nos experts et vont également recevoir un encadrement, une supervision. Et là, je sais que je manque de temps, je termine dans 1 minute. Donc, les activités éducatives ont été développées par un chercheur, Jean-Philippe Ayotte-Baudet, qui détient la chaire d'éducation en plein air. Ici, c'est un exemple d'activité, la chasse aux nuages. Les enfants se construisent un observatoire de nuages et doivent repérer, en fait, les nuages qu'ils voient dans le ciel. Et on reçoit des bons commentaires. Là, il y a un enfant qui nous a même dit qu'il ne regarderait plus le ciel de la même façon. Donc, il semble avoir une certaine adhérence. Des activités bien-être développées par Catherine Malbeuf-Urtubise. Ici, une activité de marche en pleine conscience. On sait que les activités en pleine conscience favorisent la santé mentale. C'est un projet, c'est une étude randomisée, en fait, où on va randomiser 80 classes, soit dans le groupe intervention, soit dans le groupe contrôle, et on va mesurer la santé mentale et d'autres indicateurs à trois moments, avant l'intervention, après l'intervention et 4 mois plus tard. On s'intéresse à la santé mentale des enfants, aussi des personnes enseignantes. On s'intéresse aux habitudes de vie, activité physique, temps d'écran, et également à la connexion avec la nature et au comportement éco-responsable. Ici, on est en phase où on teste la qualité de nos interventions. Donc, je vais juste vous laisser sur quelques images qui illustrent, en fait, la mise en pratique d'écoles à ciel ouvert. Voilà. Voilà, donc pour conclure, bien avant la pandémie, la santé mentale des jeunes se détériorait. Avec la pandémie, il y a des indicateurs qui montrent qu'elle se détériore davantage. Et en fait, ce constat doit nous inspirer, je pense, des prises de solutions à tous les niveaux, là, à la fois pour les traitements spécialisés, à la fois pour la promotion de la santé mentale. Merci. Excusez-moi. On va reprendre l'applaudissement pour vous énergiser. Ovation debout pour Mme Geoffroy. Oui. Ah? Ça garde les gens éveillés, puis c'est bon pour l'ego. Alors, on a le temps pour 2 questions. Je vous demanderai de garder vos commentaires
pour la table ronde. Si vous avez des questions pour Mme Geoffroy, s'il y en a sur le chat, oui. Caroline Quash, Caroline Quash, Sainte-Justine, très intéressant, merci. Je me demandais, dans les données de Nicolas Chady, qui est dans la salle, ce sont des données d'incidence ou de prévalence de problèmes de santé mentale aux urgences? Est-ce qu'on peut faire la différence? Tu veux-tu répondre, Nicolas? Donc, merci pour la question. En fait, c'est des diagnostics qui ont été donnés par les médecins à l'urgence. Donc, c'est le nombre de visites pour ces indications-là au fil du temps, là, donc par mois divisé par sexe puis par tranche d'âge. C'est ça, le problème n'a pas nécessairement été diagnostiqué pour la première fois ce jour-là. C'est une visite à l'urgence qui a été faite dans ce contexte-là. Puis il y avait différentes catégories de diagnostics qu'on a regardées, troubles anxieux, dépression, troubles alimentaires, consommation, puis caution d'abus ou difficultés psychosociales. La publication sort la semaine prochaine, puis un preprint disponible en ligne si jamais. On a le temps pour une autre question? Bonjour, c'est quoi votre groupe contrôle? Pour école à ciel ouvert? Oui. Oui, j'ai passé rapidement. En fait, les classes vont être soit randomisées dans l'intervention ou liste d'attente. Du coup, ils vont recevoir l'intervention une année plus tard. Donc, c'est une randomisation là, de façon aléatoire, à l'aveugle. Les classes vont être assignées à l'un ou l'autre des groupes. Une va recevoir l'intervention, l'autre non, mais va la recevoir une année plus tard. Oui. Merci encore. Très bien. Alors,